Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La planète demain, dans laquelle je donne la parole aux acteurs de l'écologie positive qui proposent des solutions durables, bien sûr, à partir de l'innovation et des nouvelles technologies. Alors, dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir Christophe Wojtycka, qui est directeur des ventes de Cress France, une marque innovante spécialisée dans les équipements de jardinage et les outils électroportatifs. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-François Faure, fondateur et dirigeant du groupe Au Coffre, qui en plus de son expertise dans le domaine des métaux précieux, a développé le concept d'or vert, durable et responsable. Bonjour Jean-François. Bonjour Christophe. Alors avec votre société Au Coffre, vous souhaitez démocratiser, rendre plus accessibles les métaux précieux comme une alternative aux banques. L'or et l'argent sont considérés comme étant des valeurs stables et tangibles, voire même des valeurs refuges, on pourrait dire, en temps de crise. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on rentre dans ces périodes un petit peu de crise. Et vous faites bien donc de venir nous voir pour discuter un peu de vos objectifs. Lorsque les marchés financiers fluctuent ou même s'effondrent, la demande pour ces métaux explose. Alors Jean-François, pouvez-vous nous raconter en quelques mots la genèse de votre entreprise ? Alors, de manière déjà très simple, il y a de cela un peu plus de 15 ans, j'ai voulu, pour le compte de mon entreprise, acheter de l'or pour sécuriser la trésorerie que j'avais autour de cette entreprise. Et globalement, en France, il n'y avait rien qui me permettait de l'acheter de la manière que je désirais, c'est-à-dire pouvoir facilement l'acquérir online et ne pas le stocker par moi-même, mais le faire conserver par la société auprès de laquelle je voulais l'acheter. Les banques ne proposaient rien, les boutiques de vente d'or encore moins. Donc étant plutôt câblé comme un entrepreneur, limite entrepreneur compulsif, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et c'est ce que j'ai mis en place en 2008. Et le premier client est arrivé en 2009. Donc voilà, ça a été un petit peu le début et très vite je me suis intéressé à ce que devait être cet or. C'est-à-dire que moi de base, étant fils de paysan, donc le sens un peu de la terre, de l'environnement, c'est un peu quelque chose qui est en moi par design. Et de manière assez naturelle, je me suis dit, mais finalement cet or, comment il s'inscrit dans une logique un petit peu plus respectueuse, environnementale. Et c'est là que assez vite j'ai essayé d'explorer des réponses ou des solutions. Et ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'à la base, la clientèle ne voulait pas nécessairement suivre. Alors, comme je le disais en début d'émission, l'or est souvent vu comme un actif refuge, mais assez rarement comme un produit durable. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans une démarche plutôt éco-responsable dans ce secteur qui n'est pas perçu comme tel ? Oui, alors déjà, il n'est pas perçu comme tel, à juste titre, hein, parce que clairement, si on a un peu quelques images en tête d'extraction de l'or, donc je prends par exemple les cas extrêmes, imaginons la Guyane et des gens qui, à coups de lance à eau, vous détruisent la moitié d'une montagne, et donc là, c'est l'équivalent de 2 ou 3 piscines olympiques qui disparaissent en une journée pour récupérer 2 ou 3 kilos. Ça, c'est un peu la réalité. Hein. Ensuite, on parle... Par exemple, ne serait-ce que des émissions de CO2, parce que l'extraction d'un kilo d'or, c'est à peu près 12 tonnes d'émissions de CO2. Parce que pour extraire l'or de la terre, eh bien, il faut peut-être des bulldozers ou en tout cas bouger des tonnes et des tonnes de gravats. Donc tout ça, c'est très émetteur. Sans parler des substances chimiques. Par exemple, il y en a deux qui vont très vite marquer les esprits. Par exemple, le cyanure et le mercure. Donc le cyanure, pour info, il faut 150 tonnes de cyanure pour extraire ou récupérer une tonne d'or. Le mercure, je n'ai pas les chiffres en tête, mais là, clairement, pareil, pour pouvoir extraire l'or d'une quantité de gravats ou d'agrégats divers et variés, eh bien, il faut le mélanger à du mercure qui va absorber l'or de manière assez naturelle. Mais ensuite, ce mercure, il faut s'en débarrasser. Et donc là, on le fait chauffer. Donc les vapeurs de mercure, c'est bien connu, ça n'a jamais été très bon pour qui que ce soit. Ce pourquoi d'ailleurs on dit souvent que l'exploitation aurifère est l'une des plus polluantes au monde. Oui, clairement, c'est une des plus polluantes. Et puis sur même l'aspect humain,
C'est pas toujours ultra respectueux, c'est-à-dire que vous avez des fois du quasi-esclavage, des enfants qui travaillent, enfin voilà, disons que si on coche toutes les cases de ce qui va mal, globalement ça les coche toutes, et limite on peut se dire, bah voilà, on en est là, et donc on s'en va. Et l'idée, non, c'est de ne pas s'en aller. Alors, voyons justement comment prendre les choses du côté positif. Nous parlons d'écologie positive. Allons-y, on va vous écouter. Vous avez récemment d'ailleurs franchi une étape importante en lançant une pièce d'investissement en or vert. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, ça, c'est une étape qu'on a franchie maintenant, il y a, sur le coup, pas mal d'années, puisque notre pièce en or vert, ça, c'était en 2011. C'était la Veravalor, et la Veravalor, dès le départ, on s'est dit, tant qu'à faire de faire les choses, autant les faire bien, et on va tenter de voir si on peut trouver un partenaire qui nous permette de le faire dans le sens qu'on attendait. Donc déjà, on s'est dit, déjà de ne pas faire travailler de gens qui n'ont pas décidé de travailler sur ce genre de choses. Ça, c'était un point important. Et la partie stricte de l'or vert, c'était aussi exclure le cyanure et le mercure. Donc là, à l'époque, on a pu travailler avec Newmont, et ce qui nous a permis, de manière assez professionnelle et tracée, déjà d'exclure de ce périmètre de l'extraction des choses qui étaient absolument impossibles à soutenir. Ça, c'était la première étape. Alors, si j'ai bien compris, vous avez décidé de ne plus travailler avec l'or issu des mines. Exactement. Mais uniquement avec de l'or recyclé. Mais quel a été le déclic pour vous ? Ça, c'était la deuxième étape. C'était tout simplement de pouvoir rencontrer des personnes qui nous le permettent. Et l'idée, c'était tout simplement de travailler avec des fonderies qui ne travaillaient plus du tout sur du produit venant de l'extraction, mais uniquement sur du recyclage. Et là, tout à l'heure, je parlais de 12 tonnes d'émissions CO2, sans parler des produits chimiques qu'on a pu évoquer pour 1 kilo d'or. Quand on est sur du recyclage, on change radicalement tout. C'est-à-dire que là, on était sur 12 tonnes, on passe à 50 kilos d'émissions de CO2 pour 1 kilo d'or recyclé, donc ça change radicalement la donne. Et même s'il y a des produits chimiques, mais comme dans toute finalement industrie, on est dans des logiques où, comme on est dans un environnement confiné qui est celui d'une industrie, on arrive beaucoup mieux à recycler, à faire retravailler ces produits, à ne pas les relâcher dans la nature n'importe comment. Alors, vous récupérez donc de l'or à partir d'anciens bijoux, j'imagine. Comment s'organise cette chaîne de revalorisation et garantissez-vous la qualité de cet or ? Oui, alors nous, on la garantit parce que les mines, enfin pas les mines, les fonderies avec lesquelles on travaille sont labellisées LBMA, qui est un label international d'acteurs de l'or qui font les choses de manière très rigoureuse. On est de toute manière ensuite challengé même par les douaniers, c'est-à-dire que les douanes aujourd'hui nous demandent la traçabilité et l'origine de ce que l'on fait. Donc à partir du moment où on intègre dans la chaîne ce genre de raffinerie qui elle est labellisée, de suite les douanes comprennent que ce que l'on a transporté dans nos chambres fortes, puisqu'au final nos produits en or terminent leur vie dans les chambres fortes que l'on gère au port franc de Genève. Après, cet or ne bouge plus parce qu'il est finalement rendu digitalisé par un jumeau numérique que nos clients vont acheter et vendre entre eux. Donc ça a une émission quasi nulle. Donc c'est toute cette opération avec des auditeurs intermédiaires qui viennent valider tout ça, qui nous permettent de nous assurer que tout est OK. Et d'ailleurs, dernièrement, on a fait même un bilan carbone. Un bilan carbone sur en fait tout notre groupe. Alors donc Ocoff.com réalise 200 millions d'euros de volume d'affaires annuel. On garde aujourd'hui 700 millions d'actifs sous forme de métaux précieux pour le compte de nos clients, et finalement avec quasiment 3000 tonnes d'émissions CO2 sur une année, on est à peu près l'équivalent de ces banques qu'on dit vertes en fait. Alors vous parlez de vos clients justement, revenons sur les clients. Comment sensibilisez-vous vos clients à ces nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux dans un univers souvent perçu comme étant purement financier ? Alors ça a été un vrai challenge parce que, et là c'est intéressant de revenir à l'origine, quand en 2011 on a lancé notre première pièce, j'ai eu pas mal de clients qui nous disaient à l'époque, mais en fait nous ça nous intéresse pas, limite on s'en fiche du moment qu'on achète l'or le moins cher possible. Et donc la gageure à l'époque, c'était finalement nous, pour garantir en fait notre engagement, et parce qu'on y croyait, et limite que les clients suivent ou pas, nous on voulait faire les choses comme ça. On s'est dit on va se débrouiller pour que nos produits tels qu'on les vend soient vendus au même prix
que les produits concurrents qui, eux, n'avaient pas ce genre de challenge et pas non plus les mêmes contraintes. Donc c'était une époque où on s'était décidé finalement à faire du bio au prix du standard. Et finalement après, et là on est à peu près 1 500 000 pièces après, puisque depuis 2011 on en a frappé quand même quelques-unes des pièces. Finalement notre courbe d'expérience, c'est-à-dire notre capacité finalement à améliorer notre coût de fabrication, etc. Eh bien aujourd'hui on est au même niveau que qui que ce soit d'autre qui fait finalement de la pièce standardisée, non équitable. Et donc là par rapport à notre clientèle, aujourd'hui on arrive à rejoindre les attentes d'une plus jeune génération tout en proposant les prix de personnes qui à la base ne voulaient pas payer plus cher. Alors ça veut dire aussi qu'il y a une réelle demande croissante pour cet or beaucoup plus responsable? Oui, aujourd'hui, cette demande commence à clairement s'affirmer et en tout état de cause, ceux qui ne le proposent pas se font largement challenger par leurs clients. Et nous, comme on a à peu près 15 ans d'expérience là-dessus, on n'a pas trop à se faire de mal pour finalement valoriser les produits, puisqu'on est dans une démarche naturelle là-dessus depuis quelques années. Alors, comment voyez-vous évoluer votre activité dans les 10 ans à venir, notamment à l'aune des défis environnementaux qui nous attendent? Alors, moi, si on me posait à titre perso la question, moi je dirais, moi je serais assez ouvert pour qu'à terme l'extraction de l'or soit interdite, parce que de manière basique, aujourd'hui il y a à peu près 200 000 tonnes d'or déjà extrait. Facilement récupérable ou recyclable, c'est-à-dire globalement on sait où cet or se trouve, soit dans les banques centrales ou dans les bas de laine des Français, des Chinois, des Russes, etc. C'est facile à recycler, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça coûte pas très cher et alors peut-être qu'il faudrait que le prix de l'or s'ajuste, mais ça permettrait peut-être de justifier peut-être que cet or soit utilisé différemment, même peut-être comme une forme de monnaie alternative. Souvent aujourd'hui on parle du Bitcoin, etc. Mais l'or peut-être pourrait retrouver une place telle qu'il avait il y a une centaine d'années, parce que justement, il serait peut-être, à mon sens, beaucoup plus vertueux que les monnaies que l'on utilise aujourd'hui, telles que l'euro ou le dollar, ou si on regarde un petit peu leur bilan carbone, elles ne sont pas extrêmement vertueuses. Merci infiniment Jean-François Faure, fondateur et dirigeant du groupe Au Coffre, qui en plus de son expertise dans le domaine des métaux précieux, a développé le concept d'or vert, durable et responsable. Alors on se retrouve sur Sud Radio, La Planète Demain, dans un petit instant avec Thibault le French Trotter pour un nouveau reportage en immersion. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens. Eh bien, nous voici de retour dans les studios de Sud Radio avec Thibault, le fameux French Trotter dont tout le monde parle aujourd'hui, et notamment celui de La Planète Demain, qui aujourd'hui a eu le privilège de découvrir les coulisses de l'un des plus grands festivals de musique où tout est pensé pour le respect de la planète. Bonjour Thibault. Bonjour Christophe. Et oui, ce festival, c'est Wheel of Green. Il se déroule chaque année en juin, en plein cœur du bois de Vincennes à Paris. Et c'est un véritable modèle du genre. Un laboratoire d'idées et d'innovation qui cherche non seulement à réduire au maximum son empreinte carbone, mais aussi à faire bouger les lignes en matière de développement durable. Alors bénévoles, organisateurs, festivaliers, artistes, associations, j'ai rencontré sur place des acteurs, tous profondément engagés pour l'environnement. Et il y avait tellement à raconter que ce reportage devient ma série de l'été. Alors aujourd'hui, premier épisode qui débute avec ma rencontre avec Marianne Ocard, la directrice du développement durable du festival. Le festival a été créé en 2011 avec l'envie de sensibiliser les publics aux enjeux du développement durable, donc aux enjeux environnementaux et sociaux. C'est vraiment l'objet du festival. Et du coup, pour ce faire, pour les sensibiliser, on a choisi le vecteur de la musique, des concerts, de têtes d'affiche, d'artistes émergents qui parviennent à drainer pas mal de monde et du coup d'ajouter à cette programmation musicale petit à petit d'autres programmes comme un programme de restauration durable, un programme de conférence avec une scène dédiée qui s'appelle le Think Tank, et puis un programme d'art et de scénographie aussi avec un travail sur des décors qui sont issus de matériaux de récupération. Donc en gros, c'est un festival pluridisciplinaire qui a vraiment pour objectif premier de sensibiliser ses publics à une consommation plus responsable, à des gestes plus responsables aussi, et qui utilise tous les vecteurs possibles pour ce faire. Vous avez toute une gamme d'actions pour réduire l'impact environnemental. Il y a différents thèmes, il y a le thème de l'eau, le thème de l'énergie, le thème de la restauration dont on a parlé. C'est ça, on travaille
travaille sur différentes verticales d'action, comme on les appelle. Donc il y a effectivement la restauration, il y a l'eau, il y a l'énergie, mais il y a aussi la biodiversité, la circularité. Donc c'est le fait de réduire la production de déchets, de séparer les déchets pour pouvoir les revaloriser dans des flux et des filières spécifiques. Il y a évidemment le sujet des mobilités qui est très important pour les événements qui rassemblent du monde comme nous. Et puis en gros, sur toutes ces verticales d'action, on a des choses très très concrètes qui sont mises en œuvre. Sur la circularité, par exemple, on a introduit il y a déjà 2 ans la vaisselle réutilisable. Puis après, sur les mobilités, on travaille beaucoup évidemment sur le vélo. On a un festival qui est très bien desservi par les transports en commun. Donc on a à peu près 85% des publics qui viennent en transport en commun. Et voilà, on le constate dans nos publics, c'est très très diversifié. On a toutes les tranches d'âge, on a un public qui est super bienveillant et voilà, on est très heureux. Alors je rencontre 2 festivaliers, Paul et Mathilde. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici à We Love Green? C'est la diversité des artistes, je dirais. Et l'aspect environnemental, l'engagement de ce festival, ça vous touche? Ah, évidemment, bien sûr. Ça fait partie des engagements de la plupart des gens, j'espère. Mathilde, vous-même, est-ce que vous êtes engagée pour l'environnement? Oui. Après, je ne suis pas militante dans des assos ou quoi que ce soit. C'est dans mes choix au quotidien, mais après, je sais très bien que ça ne va pas changer le monde, malheureusement non plus, et que ça se décide aussi à un niveau beaucoup plus global. Je profite d'une pause, juste avant le concert de Clara Luciani, l'une des têtes d'affiche, pour me diriger vers l'un des nombreux stands de restauration, celui de Johan, restaurateur à Pantin. Comme tout le monde ici, il propose des plats végétariens. Je vais lui demander si protéger la planète, ça passe aussi par ce que l'on met dans son assiette. Bien sûr, c'est la base de la protection pour la planète, parce que tout le monde mange déjà de base. Enfin, dans ma cuisine à Gallia, à Pantin, je fais beaucoup de végétariens. Et quand je décide de travailler la protéine, c'est vraiment, je sélectionne bien mon produit. Circuit court aussi? Bien sûr, ça c'est super important par contre, le circuit court. Déjà de 1 parce que ça fait travailler les petits producteurs autour de nous, ça c'est super important, c'est eux qui nous font manger tous les jours et c'est eux qu'on a le plus besoin. Qu'est-ce que vous proposez ici sur votre stand à We Love Green? On propose un tarama végétal sur un blini avec du tofu fumé. On fait aussi un caviar d'aubergine, on en profite que c'est le début de la saison. Et a priori, tout le monde a l'air de vraiment bien aimer la démarche. Et puis comme c'est local, ils aiment bien. We Love Green, c'est bien la preuve qu'un festival peut être un vrai vecteur de sensibilisation où musique et écologie avancent main dans la main. La suite, la semaine prochaine. Merci Thibaut et à dimanche prochain donc. Alors, nous sommes maintenant de retour dans les studios de Sud Radio, bien sûr, et nous accueillons maintenant Christophe Wojcicki. Pardon, j'ai écorché votre nom, j'imagine, directeur des ventes de Cress France, une marque innovante spécialisée dans les équipements de jardinage et les outils électroportatifs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. De l'électroportatif au jardin professionnel éco-responsable, Cress a longtemps été synonyme d'outillage de qualité. Aujourd'hui, la marque fait un bond vers l'avenir en proposant plutôt un écosystème 100% électrique destiné aux professionnels, notamment ceux des espaces verts bien sûr et du sport. Mais Cress allie exigence technique, sobriété énergétique et engagement environnemental. Mais Christophe, pensez-vous que l'électrique professionnel est désormais réellement prêt à remplacer le thermique? En tout cas, pour notre part, donc avec la marque Cress, nous sommes résolument effectivement prêts à affronter ces défis. Aujourd'hui, on a quelques chiffres. C'est vrai que les professionnels du paysagisme utilisent encore dans une grande part, effectivement, les produits à carburant fossile, donc thermique. On a des données sur le parc, sur l'état du parc européen. On a à peu près 5% du parc européen qui est constitué par des produits à batterie. Donc ça veut dire que 95% du parc européen aujourd'hui en entretien des espaces verts continue toujours à tourner effectivement sur des carburants fossiles, donc avec des produits thermiques qui, pour le peu, effectivement, sont dommageables pour l'environnement. On le sait tous. Donc nous sommes résolument prêts à affronter ce défi-là, notamment avec nos solutions très innovantes qui permettent aux professionnels aujourd'hui de se passer totalement de produits thermiques. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler le cœur du système Cress ? Le cœur du système Cress, c'est tout simplement une toute nouvelle technologie de batterie qu'on a su développer au terme de quelques années de recherche et quelques millions de dollars investis dans cette recherche justement. Et cet écosystème nous permet aujourd'hui d'avoir un produit, une technologie de batterie qui permet vraiment de remplacer à l'équivalent ou de manière supérieure un produit thermique. Alors, je crois que vous avez développé une station d'énergie mobile qui dure une journée entière, qui a une journée entière d'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous dire nous en dire un petit peu plus sur votre cybertank ? Alors, aujourd'hui, un des grands freins au niveau des professionnels, c'est
justement l'autonomie, la puissance qu'ils pouvaient retrouver avec des produits à batterie qu'ils ont pu tester dans d'autres marques dans les années précédentes, notamment la durabilité également des batteries. Notre écosystème aujourd'hui permet à tout professionnel de basculer sur une solution 100% électrique sans pour autant effectivement renier sur l'autonomie, la durabilité ou la puissance des outils. Et cet écosystème, notamment basé principalement autour du Cybertank, leur permet d'avoir en toute mobilité, autonomie, une journée entière de travail pour 2 ou 3 équipiers, sans aucun souci. Donc toute la gamme d'outils Cress repose sur une seule plateforme de batterie, 60 volts, c'est ça ? Tout à fait. C'est incroyable. Vous avez fait quelque chose qui est quelque part un peu miraculeux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écosystème fonctionnant effectivement sur une seule empreinte de batterie. C'est-à-dire qu'on soit sur des batteries compactes ou des batteries un peu supérieures en termes de volume, elles se rechargent toutes de la même manière et sur la même empreinte de batterie. On a en plus l'assurance d'avoir une rétro-compatibilité sur les outils qu'on va provenir dans le futur, à savoir que ces outils-là du futur seront de toute manière compatibles avec nos batteries d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur certains de nos confrères et concurrents, où 2-3 ans plus tard, suivant les innovations technologiques, effectivement, ils doivent changer en fait non seulement les batteries, mais tous les outils qui tournent autour. Et là où nous on s'inscrit effectivement dans une durabilité, c'est-à-dire qu'on s'engage effectivement pour les années à venir d'avoir toujours cette même empreinte de batterie, et donc c'est bien mieux pour la planète. Alors l'électrique permet une réapprobation silencieuse de l'espace public, tout en protégeant la santé des riverains, comme celle des opérateurs. Et est-ce le but premier de Cress de travailler sans bruit et sans émission ? La mission première de Cress et notamment du groupe Positech, quand notre fondateur Don Gao a lancé ses propres marques, c'était effectivement sa première mission, sa mission principale, c'est 0 émission. 40 ans plus tard, on a toujours cette mission cheville au corps. Il faut savoir que le groupe Positech n'a jamais fabriqué un seul moteur thermique, n'en fabriquera jamais, et on est très clairement tourné vers l'avenir et sur l'impact environnemental. Donc oui, on est pleinement engagé dans ce sens-là. Et vos moteurs brushless sont-ils plus durables et plus puissants que les moteurs classiques ? Alors, c'est pas tant une question de moteur, de puissance de moteur, c'est surtout une puissance de batterie. Aujourd'hui, on est la seule batterie du marché à pouvoir développer autant de puissance. Après, on sait tous fabriquer des moteurs plus ou moins puissants. Par contre, il faut les alimenter. Une batterie aujourd'hui n'est pas capable techniquement de délivrer toute la puissance nécessaire. Ou alors, si on lui fait délivrer toute cette puissance, en fait, la batterie va monter en température et s'enflammer quasiment instantanément. Aujourd'hui, donc, nos batteries peuvent animer des moteurs de forte puissance. Aujourd'hui, jusqu'à 122 cm3 équivalent thermique, où on crée 6,5 kW. Alors, vous avez aussi imaginé une solution de recharge solaire autonome dans le cadre de votre développement technologique. Est-ce que l'on peut dire que cette recharge est 100% verte et permet aussi de réduire l'impact carbone de vos outils ? Bien évidemment. Alors, même si en France, on bénéficie théoriquement d'une énergie décarbonée, en tout cas en termes d'électricité, grâce à nos centrales nucléaires et aux énergies alternatives. On a également développé toute une gamme un panneau solaire, effectivement, qui permet d'intervenir notamment sur les les beaux parcours de golf, puisqu'on n'a pas forcément toujours des installations électriques ou des prises de courant électrique à disposition. Donc d'où la nécessité d'avoir une solution de recharge solaire. Alors qu'est-ce que c'est le robot sans fil périphérique ? Quels sont ses avantages notamment ? Alors, les gros avantages du robot sans fil périphérique, c'est déjà de ne pas disposer d'un fil périmétrique pour pouvoir effectivement délimiter son périmètre d'action. Rapidement, pour un peu poser les choses, jusqu'à il y a à peu près 3 ans, tous les robots de tonte, qu'ils soient effectivement grand public ou à destination des professionnels, nécessitaient en fait un fil périmétrique dans lequel passer un courant de basse tension qui permettait effectivement au robot de détecter sa limite de terrain. Aujourd'hui, on est totalement capable de s'en passer et donc ça nous ouvre vraiment un champ de possibles qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Alors, quand on vous écoute, on comprend que votre orientation est plutôt celle d'une entreprise responsable en matière d'écologie et en matière de recyclage, réparabilité, reconditionnement. Vous en êtes où ? Alors, on est bien évidemment sur la France affiliée à l'organisme EcoCert qui permet effectivement de recycler toutes nos batteries une fois que celles-ci seront en fin de vie.
Gros point fort sur nos gammes professionnelles, on est le seul fabricant aujourd'hui à date à pouvoir garantir nos batteries 8 ans ou 3000 cycles en charge-décharge. Ce qui est certainement une très très belle prouesse quand on peut voir l'environnement et notamment d'autres fabricants qui ne sont pas capables, ou en tout cas pas à ce niveau de technologie-là. Donc on s'inscrit également dans la durabilité. On a des batteries qui durent bien plus longtemps, mais qu'aujourd'hui on est capable à recycler à hauteur de 95%. Et quelle est votre vision de l'avenir pour Cress ? Très clairement branché, connecté. Notre avenir, et l'avenir qu'on peut avoir et notre vision, c'est d'électrifier effectivement de manière un peu plus intensive tous les professionnels des espaces verts, très clairement. En conclusion, adopter les technologies Cress aujourd'hui, c'est se positionner comme un acteur engagé, innovant et responsable dans la transition et la transformation écologique des territoires. Merci infiniment, cher Christophe Wojtycka, directeur des ventes de la société Cress France, spécialisée dans les équipements de jardinage et les outils électroportatifs. Retrouvez tous les podcasts de mon émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio et découvrez aussi notre nouvelle chaîne télé digitale, laplanètedemain.plus. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. En attendant, belle semaine à tous. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.